L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Hugues Gonneau et moi-même Antoine Joubert. Bonjour. Louis-Philippe qui brille toujours par son absence. Ça se demandait si c'est tout le temps en vacances, on ne sait pas. Incroyable. Non, il est parti conduire des bagnoles. Là, puis d'ailleurs, il va nous ramener des reportages assez le fun. Absolument. Alors, on va le retrouver très bientôt, Louis-Philippe. On va recevoir dans l'émission deux invités aujourd'hui. D'abord, Yves Pelcha, qui est un ex-propriétaire de Toyota Mirai depuis quelques jours à peine, va nous raconter comment s'est passé son expérience au volant de cette Toyota Mirai. On va aussi recevoir la nouvelle ambassadrice de Polestar Canada, Justine Dufour-Lapointe, qui va nous parler de cette association-là. Mais tout d'abord, peut-être une petite analyse au niveau des ventes de véhicules au Canada depuis le début de l'année, parce que on a l'impression que les ventes ralentissent. C'est pas exactement le cas. Et les chiffres qu'on vous sort aujourd'hui, ce sont les chiffres des 9 premiers mois de 2025. Alors, jusqu'au 30 septembre, ce qu'on a constaté, grosso modo, c'est qu'il y a eu une augmentation de vente de 4,5 % des véhicules cette année par rapport à l'année passée. Il faut comprendre que ça comprend aussi le fait que les ventes d'électriques ont baissé de plus de 40 %. Là. Alors, il y a un effet pivot qui s'est fait en 2025 qui est quand même assez flagrant. Je vais commencer par les marques qui ont moins bien performé parce que il n'y a pas... Bon, les grands constructeurs, de façon générale, ont vu leur vente augmenter de l'ordre de 5 à 13-14 %. Là. On parle de Nissan, de Toyota, de Honda, de Ford, de General Motors, pas de Stellantis, on va y revenir. Mais je veux dire, les grands constructeurs, de façon générale, ça s'est relativement bien passé. Jaguar, qui vend déjà plus rien, moins 18,3 %. Maserati, qui vend déjà encore plus rien, moins 34,3 %. Légère baisse du côté de chez Mitsubishi Motors, 3 %. Ça s'explique par la disparition de la Mirage et par le retrait des subventions face au Outlander PHEV. Bien sûr. Alors ça, c'est pas... Dans 3 %, c'est pas dramatique. 3 %, c'est pas dramatique. Porsche, on est à moins 0,6 %, alors aussi bien pas le mentionner, mais on n'a pas suivi la tendance. Non, parce que le Canada se porte très bien pour Porsche. Il y a d'autres marchés où c'est la chute libre. Ouais, mais... Notamment la Chine. Oui, c'est ça. Chez nous, ça s'est relativement bien passé, tout à fait. Mais un peu moins bien que les autres marques de luxe qui, elles, ont vu leurs chiffres progresser. Ce qui était le contraire l'année passée. Alfa Romeo, sans surprise, moins 21,1 %. Dodge, moins 7,9 %. Ça, c'est le pire. Ram, moins 25,6 %. Ça fait des mois que t'en parles. Hein, et quand on sait que c'est la vache à lait de Stellantis, c'est doublement inquiétant. Jeep, moins 12,8 %. Deuxième vache à lait. Boom. Deuxième vache à lait, là aussi, ça va mal. Alors, quand on vous dit que chez Stellantis, ça va pas bien, ça, c'est le plus bel exemple. Bon, le constructeur qui a mangé une volée en 2025... Je sais pas. C'est Tesla. Ah, bah oui. Hein? Tesla. Oui. On va y revenir moins après. 74,4 % Alors ça, c'est une dégringolade pas à peu près. On a mangé une sérieuse volée. On ne l'a pas vu venir, celle-là. Et c'est pas une question de produit, c'est pas une question de disponibilité, c'est même pas une question de prix. Non. C'est, oui, une question de prix, pardon, parce qu'effectivement, le retrait des subventions a fait mal. Mais a fait mal aussi aux autres constructeurs. Mais c'est la faute d'un gars. C'est ça. D'abord et avant tout. Alors, il y a ça. Volkswagen, moins 1,7 %. Alors, c'est pas trop dramatique. Les marques qui se sont bien distinguées, Mini, plus 25,6 %. Ça m'étonne. Alors, c'est uniquement dû à la nouvelle génération de la Countryman. Les ventes se portent bien. Incroyable. Lincoln, plus 25,4 %. Ouf, il était temps. Cadillac,
plus 19,6 %. Ça, c'est Alors, c'est très, très impressionnant. On parle de marques de véhicules qui sont plus traditionnelles. Oui. Preuve aussi, Genesis, plus 18,6 %. On demeure dans des véhicules classiques là, qui s'adressent à une clientèle plus traditionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une dominance absolue des Allemands. Et on a donné Cadillac, Lincoln pour mort pendant, et à juste titre d'ailleurs. Ouais. Mais je trouve ça intéressant de voir que justement ces marques traditionnelles, comme tu les appelles, reprennent du poil de la bête. Et je trouve ça très sain en termes de concurrence et d'offres pour les clients. Parce que moi, la méthode allemande avec les intérieurs noirs et le design qui n'évolue pas depuis 15 ans, je suis plus capable. Ouais. Donc de voir des marques qui se revitalisent un peu, qui vont remettre un petit peu de pression sur la concurrence, je trouve ça une très bonne nouvelle. Ben, Lincoln, Buick, Cadillac, tu sais, bon. Ça fait du bien. C'est ça. Ça fait du bien. Alors, Genesis, je vous l'ai mentionné. Chrysler. La marque Chrysler, évidemment, ça fait partie de Stellantis. C'est la seule marque qui a vu ses chiffres augmenter en 2025. La seule marque de Stellantis. La seule marque de Stellantis. Et ça, il faut considérer aussi que Chrysler n'a qu'un seul produit. Un seul produit. Alors, l'explosion des ventes de fourgonnettes Chrysler a fait en sorte que les ventes ont augmenté de 55,6 %. Il y a eu beaucoup de ventes fleet, ventes au parc, mais quand même, dans un marché où Ram, Jeep, Dodge dégringole, de voir Chrysler voir ses ventes exploser de plus de 50 %, c'est quand même ironique. Preuve que la carrosserie mini-fourgonnette n'est peut-être pas encore complètement has-been et qu'il y a encore de la vie dans cette catégorie de marché. Et attends, là, c'est un véhicule qui a 10 ans d'âge. Mais oui! Alors, c'est drôle quand même. Et le constructeur japonais qui s'est bien défendu cette année, qui a bien fait, c'est Mazda, avec 16,1 % d'augmentation de vente pour les 9 premiers mois de 2025. La Mazda 3 a vu ses chiffres presque doubler par rapport à l'année passée. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ben, c'est une bonne nouvelle parce que les gens achètent de façon plus rationnelle des plus petits véhicules. Bon, évidemment, on le voit chez Honda aussi, mais on le voit un peu moins chez Toyota parce que Toyota n'a pas de stock. C'est ça. Alors ça va moins bien, mais bon. Et si tu regardes l'ensemble des constructeurs, ceux qui performent le mieux, sans surprise, Ford est au premier rang. 8,3 % d'augmentation pour le constructeur Ford. Ça englobe Lincoln aussi, avec 234 694 unités vendues en 9 mois. 1000 unités derrière, là, 1002 unités derrière à 233 692 unités, c'est General Motors. La fin d'année va être intéressante. Oui, c'est ça. A vu ses ventes exploser, augmenter de 8 % alors que chez Ford, c'est 8,3 %. Alors, vous voyez comment ces deux constructeurs-là sont nez à nez au Canada. Et j'ai très, très hâte de voir comment la fin de l'année va se terminer parce qu'on est allé chercher dans les deux cas des parts de marché à Stellantis qui en a perdu énormément. Oui. Notamment dans le marché du pick-up pleine grandeur, ça c'est clair. Troisième constructeur qui a vu ses ventes augmenter de 4,6 % alors que le marché a augmenté de 4,5 %, aussi bien dire qu'on est au diapason, ben, c'est Toyota avec 188 845 unités. Alors ça vous donne une idée du marché actuel. Très, très hâte de voir comment les choses vont se dessiner vers la fin de l'année. Mais je suis content de voir, comme tu le disais, des marques un peu plus traditionnelles gagner du terrain. Mazda se sortir la tête hors de l'eau. Oui, un constructeur qui est plus petit, mais qui a des idées à défendre et qui profite évidemment de cet avantage d'avoir des véhicules fabriqués au Japon et au Mexique, non pas aux États-Unis. C'est un méchant avantage. Ben, le CX-50 est fait aux États-unis, mais malgré ça, ben, c'est le seul véhicule d'ailleurs dont les ventes ont baissé par rapport à l'année passée. Évidemment, ça s'explique parce qu'on ne l'importe plus du tout. On parlait de Tesla tantôt, 74,4 % de diminution de ventes au Canada uniquement. Et pourtant, on a vu passer une annonce cette semaine comme quoi Elon Musk pourrait bénéficier de 1 000 milliards de dollars sur 10 ans. C'est une annonce qui a été faite pour la relance du constructeur Tesla. Là. Alors, ça a été décidé en Assemblée générale des actionnaires. Ouais. C'est un plan de paiement qui, selon certains milestones, certaines étapes qui seront remplies, lui permettrait
permettrait d'acquérir de plus en plus d'actions et qui, selon l'évaluation actuelle, lui permettrait d'atteindre un gain de 1000 milliards de dollars. Est-ce qu'on est seulement capable d'imaginer ce que ça représente, 1000 milliards de dollars? Je pense que de toute façon, déjà, quand on est dans le milliard, on est déjà dans des sommes inimaginables pour monsieur et madame tout le monde. 1000 milliards. On est capable d'imaginer qu'avec 1000 milliards de dollars, on rase l'île de Montréal et on fait un gigantesque terrain de golf? On peut... On est-tu capable? C'est la première pensée qui te vient, toi. Non, parce que la première pensée qui me venait, c'est de raser l'île de Montréal et de faire une piste de course. Mais c'est moins politically correct. OK. Fait que c'est moins vert un peu. Oui. Mais raser l'île de Montréal, on sent inconsciemment, il y a quelque chose là, je pense. Là. Ça revient. Ben, je te dirais que depuis quelques jours, j'ai un petit peu plus d'espoir. Là, à la mairie, on va donner la chance aux coureurs. On va donner la chance aux coureurs, mais bref, j'ai encore ça en tête, oui. Et donc... Ou bâtir un pont Laval-Longueuil, pas de sortie. Ça, c'est mon rêve absolu. Ah, ça, voilà. Vraiment ça. Avec 1000 milliards, on est capable d'en faire un 4 voies chaque au moins. On peut même le faire chauffant, d'après moi. Il y a des chances, oui. Et donc, les différentes étapes que Musk doit remplir sont délivrer 20 millions de véhicules Tesla et 1 million de robots. On va y revenir. Obtenir 10 millions de souscriptions au système autonome FSD, Full Self Driving. Okay. Mettre en opération commerciale 1 million de robotaxis, dégager 400 milliards de profits et faire monter la valeur de Tesla de 1,4 trilliard de dollars à 8,5 trilliards. Et si c'est le cas, à ce moment-là, il pourra obtenir son plan en fait, ces actions qui lui permettraient de gagner en valeur 1000 milliards. Mais ça, c'est des objectifs qui sont sur le papier. Il faut quand même voir que la compagnie fait face à beaucoup de difficultés en ce moment. Les 1000 milliards, c'est pas gagné d'avance. Non. Il y a beaucoup de pression, que ce soit de la part des constructeurs chinois qui viennent bouffer des parts de marché partout dans le monde, que ce soit de la réduction, de la baisse du véhicule du marché électrique, du sous-investissement dans les nouveaux modèles. Il n'y a rien dans le pipeline. Le fait que le Cybertruck a coûté une fortune à la compagnie. Le fait que Musk dit, voilà, le futur du business, ça va être les robots humanoïdes. Ouais. Les robots taxis et l'intelligence artificielle. 3 marchés absolument non testés. Dont on ne connaît rien. C'est pas de dire ils vont se planter. Moi, j'en sais rien. Personne ne sait si ça peut marcher. Et on met l'avenir de la compagnie en disant on va vendre des robots, on va vendre des taxis et on va dégager des profits énormes et monter la capitalisation à 8500 milliards grâce à ça. Aurais-tu l'impression que c'est un peu de la poudre aux yeux comme annonce? J'en sais rien, je suis pas expert financier. Je trouve quand même que... Non, parce que si c'était le cas, tu ne serais pas assis ici. Exactement. Mais je pense que le pivot vers des marchés non testés et de dire, parce que c'est Musk, parce qu'en fait, c'est un peu ça le message, c'est de dire Musk va ramener tout ça à lui tout seul. Là, ça, je pense que c'est quand même un peu de la poudre aux yeux. Alors que c'est un personnage qui est polarisant. Entre autres, et puis il y a différentes difficultés. Moi, je veux dire, si Marie Barra, patronne de GM, était vue en train de fumer une puff de pote, elle serait virée dans les 5 secondes. Ouais. Et lui a annoncé qu'il se défonçait à la kétamine tous les jours et il n'y a aucun problème. Donc, il y a des bizarreries chez Tesla. Encore une fois, c'est pas forcément une critique acerbe, mais il y a des bizarreries. Et franchement, je crois que il y a beaucoup de trucs qui devraient mal se passer parce qu'en fait, on est sur des marchés absolument pas testés. Donc, garantir une rentabilité là-dessus, ça me paraît un petit peu compliqué. En tout cas, moi, j'ai pas la boule de cristal. À suivre. Au retour, on s'entretient avec Yves Pelcha, qui est un ex-propriétaire de Toyota Mirai. Le guide de l'auto. Notre prochain invité a dû faire un choix assez radical, c'est-à-dire vendre sa voiture parce que le carburant nécessaire pour l'alimenter n'est plus disponible. C'est un problème assez sérieux. C'est assez contraignant, effectivement. Mais quand même isolé aussi, parce qu'évidemment, on parle ici d'hydrogène et des véhicules à hydrogène. C'est pas comme s'il y en avait eu des centaines de milliers chez nous. Non. On les compte, peut-être pas sur les doigts d'une main, mais sur les doigts de quelques mains. Exactement. C'est ça, exactement. On est en compagnie
compagnie de Yves Pelcha, qui est ex-propriétaire d'une Toyota Mirai. Bonjour Yves, merci d'être avec nous. Bonjour, Antoine, Bonjour. Ça me fait plaisir. Bon, alors, ce que je comprends d'abord, c'est que vous êtes fondateur d'une page Facebook où vous avez partagé énormément d'informations sur les modes de fonctionnement, l'entretien, réparation, ravitaillement des Toyota Mirai pour cause de manque d'informations de la part du constructeur. Là. Exactement. Bon, et la première question que j'ai pour vous, c'est mais pourquoi une Toyota Mirai dans un marché automobile où il y a de l'électrique, où il y a des voitures hybrides? Pourquoi avoir porté son choix sur la Mirai? Moi, personnellement, j'ai porté mon choix sur la Mirai parce que je crois que c'est le seul véhicule qui est vraiment écologique. OK. Si on compare avec les véhicules électriques qui nécessitent des métaux rares et beaucoup de besoins au niveau minier, tandis que la Mirai, elle a une petite batterie qui mesure à peu près peut-être 2,5 pieds par 1 pied. OK. C'est une batterie 245 volts. Il y a beaucoup moins de composants là-dedans. Oui. OK. Une grosse batterie de véhicules électriques. Là. Et bon, la Mirai, évidemment, on sait qu'elle a été vendue au Québec en petite quantité, mais histoire de reculer un peu en arrière, il faut aussi souligner qu'il y avait eu une entente en 2019, si ma mémoire est bonne, avec le gouvernement du Québec. 2018. 2018, OK. 2018, c'est ça. Où le gouvernement du Québec s'est engagé à l'achat de 50 Toyota Mirai, mais aussi à la subvention d'une station de ravitaillement en collaboration avec les pétrolières Arnois pour que les acheteurs de Toyota Mirai et pour que le gouvernement du Québec, qui était propriétaire de cette cinquantaine de Mirai, puisse se ravitailler. Alors, tout a commencé là et c'est pour ça qu'on a vu quelques voitures à hydrogène se vendre principalement dans la région de Québec, forcément, parce que c'est là qu'était la station, là. Exactement. Il y avait une seule station dans tout le Québec, là. Qui était les ouverte au stations public. les plus proches, exactement. Ouais. Les stations les plus proches qui étaient ouvertes au public ailleurs qu'au Québec, c'était en Colombie-Britannique. Ça vous donne une idée. Et là, on ne peut pas parler de proximité. Ça là. fait un méchant détour là, Ça pour non, aller faire c'est le plein. pas là. la Ça coûte cher de CAA pour se rendre là. Bon. Exactement. OK. Curieux de savoir combien est-ce que vous aviez payé pour votre Toyota Mirai, parce qu'à l'achat neuf, c'était une voiture qui coûtait 70 000 $ et plus, là. 73 000 $. Exactement. Moi, j'ai payé 16 500 plus les taxes. Ça, c'est en quelle année? C'était en 2022. Pour une 2019. C'est ça, exactement. Wow, Ma Mirai était une 2019, mais elle avait été mise en service en septembre 2021. Mon Dieu, OK. C'est toute une dépréciation. Ça veut dire qu'il y avait quand même un bassin de véhicules Mirai qui avait été importé par Toyota. Ouais. Et moi, la mienne, comme elle a été mise en service en 2021, je crois pas que c'était une voiture qui était parmi le parc qui avait été loué par le gouvernement du Québec. Oui, parce qu'il faut rappeler aussi que cette cinquantaine de voitures-là qui ont été grassement payées par le gouvernement, elles ont à peu près jamais servi. Les utilisateurs ne savaient trop quoi en faire. Il y avait des problèmes de ravitaillement durant l'hiver. Bref, elles sont restées stationnées la plupart du temps pour finalement être vendues à l'encan à des prix dérisoires. Mais vous avez payé 16 500 $, une voiture pratiquement neuve, mais qui avait 3 ans d'âge et qui se vendait à l'état neuf 73 000 $. On peut quand même parler d'une aubaine. Là. C'est une aubaine, c'est certain. Et moi, comme j'avais... Ma Mirai, moi, dans ma tête, à moi, ça n'a jamais été un plan A, là. À cause des problèmes qui étaient rencontrés avec le ravitaillement. Ouais. Moi, dans ma tête, ça n'a jamais été un plan A, là. Fait que j'avais quand même une autre voiture que je me servais, là... à l'année, si on veut, là, mettons l'hiver et l'été. Okay. Ma Mirai, ben, elle n'a jamais roulé l'hiver, de toute façon. Là. A jamais roulé l'hiver. C'est intéressant. Non, elle n'a jamais roulé l'hiver, cette auto-là. Parce que, moi, il faut quand même que je raconte
je me déplace très souvent à Québec. Je sais exactement où est située la station-service, où se trouve la borne de ravitaillement. Et il y a un petit restaurant de l'autre bord de la rue où j'arrête de temps en temps. Et à plusieurs reprises, j'ai vu 1, 2 ou 3 Mirailles stationnées là, clairement stationnées parce que la station faisait défaut. La pompe n'était pas fonctionnelle. La borne n'était pas fonctionnelle et les voitures étaient prises là, pas capables de bouger. C'est quand même peu contraignant, là. Effectivement. Puis en plus de ça, c'est que la station principale, elle était prise en charge de Vancouver. Ça veut dire que les gens ici à Québec, quand il y avait une panne, ben il fallait qu'ils contactent les gens là, qui étaient en mesure là, de la resetter. Et depuis Vancouver. La secondaire, c'est ça. C'est que puis l'autre pompe qu'on avait là, en fait, c'est un gros réservoir d'hydrogène, mais c'est pas une usine de production. Ça veut dire que quand la pompe principale était en panne, on devait recourir à la pompe secondaire. Mais le problème, c'est que avec la concentration des Mirailles, ben, la pompe secondaire était toujours vide. Oups. Fait qu'il fallait qu'ils attendent la livraison de l'hydrogène et c'était pas vraiment évident, là. Bon. Comment, avant qu'on parle de l'aspect financier de la chose, là, comment ça se passait faire le plein de ça? Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ça prend une borne dont la pression est assez forte pour pouvoir faire un plein complet, sans quoi c'est un plein partiel. Effectivement. Là. C'est ça, exactement. C'est qu'en fait, les véhicules à hydrogène peuvent s'approvisionner là, à 2 pompes différentes. Une pompe qui est la moitié de la pression, qui est 5000 livres, et la pompe principale, elle peut ravitailler à 10 000 livres, 10 000 PSI. Et ça fait en sorte que vous êtes capable de faire externe. Le plein. Exactement. L'autre, c'est on peut quand même faire le plein, mais ça prend beaucoup plus de temps là, au niveau de la secondaire. Là. OK. Et faire le plein, ça coûte combien? Moi, j'avais la carte Arnois. OK. Et cette carte-là nous permettait de faire le plein là, à 12,70 du kilogramme, parce que c'est vendu au kilogramme. L'hydrogène, c'est pas du liquide. Là. OK. Et c'est ça. Ils nous vendaient ça 12,70 pour plus les taxes. Fait que ça revenait à peu près 13 $ et 20 là, du kilogramme. Mais une voiture en contient combien? 5 kg. La Miraille de 2018 à 2021, elle contenait 5 kg. Ce qui veut dire 60 $ pour faire un plein si on est complètement vide. Absolument. Okay. Absolument. Puis ça me permettait de faire pas loin de 500 km là, dans des conditions optimales. Fait que c'est le prix de l'essence. C'est à peu près ça. C'est le prix de l'essence. C'est le prix de l'essence, là, littéralement. Il n'y a pas d'avantage financier par rapport à une voiture à essence qui roule à l'ordinaire, une voiture compacte. Là. On est à peu près dans les mêmes eaux. OK. C'est ça. Alors, je l'ai un peu évoqué tantôt, mais il y a eu de nombreux problèmes avec la station. Et on a compté, il y a eu jusqu'à 70-75 Toyota Mirai sur les routes de la région de Québec à un certain moment donné. Quand je me suis renseigné à la Société d'assurance automobile du Québec il y a quelques semaines, ce qu'on me disait, c'est qu'à ce moment-là spécifique, il y avait encore 48 véhicules à hydrogène d'immatriculés au Québec. Mais on peut imaginer qu'au Québec, ça veut aussi dire à Québec. À Québec. C'est ça. Et donc là, évidemment, il y a eu des problèmes avec cette station-là et Arnois a décidé d'annoncer sa fermeture, ce qui a évidemment eu un impact significatif sur ses 48 propriétaires de véhicules à hydrogène. Il y a peut-être une Nexo là-dedans, mais sinon, pour la plupart, ce sont des Mirai. Elle est disparue, elle, dans la brume. On ne l'a jamais entendue. Je ne l'ai jamais vue personnellement à la porte. OK. Mais bon, quand cette annonce-là a été faite de la part de Arnois, qui visiblement n'en tirait pas profit, là, on peut comprendre. Non, c'est certain. Ben, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête avant qu'arrive la prochaine annonce dont on va parler après, celle de Toyota? Là? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, évidemment que Arnois, c'est une compagnie... en tout cas, moi, je les remercie parce qu'ils ont été d'avant-garde dans tout ça, là, l'hydrogène. Là. Ouais. Quand le projet pilote a été annoncé par le gouvernement du Québec,
Arnois a levé la main, puis ils ont dit présent. Ouais. Mais, non, pas sans une certaine subvention, il faut le souligner. Là, mais... Oui, c'est certain, mais la pompe, elle a coûté quand même 5 millions là, à construire. Là. Je ne sais pas. On me dit à l'oreille qu'on n'a pas fait beaucoup de profit avec ça. Non, c'est certain. C'est certain. Mais comme je vous dis, je ne sais pas quels étaient les arrangements financiers entre le gouvernement et Arnois. Là, qui a payé quoi? Là, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais les propriétaires de Mirail, évidemment, se sont retrouvés le bec à l'eau. Et là est arrivée, évidemment, la proposition de Toyota Canada de dire on est prêt à racheter vos Toyota Mirail parce qu'on sait que vous êtes pris dans une situation. C'est pas la faute de Toyota, qui n'est pas nécessairement responsable d'un réseau de ravitaillement. Absolument pas. Et Toyota aurait pu aussi décider de ne rien faire, mais ils ont quand même choisi de rejoindre les clients qui avaient des Mirail, qu'elles soient achetées d'occasion ou neuves, en leur faisant une proposition. Quelle était cette proposition-là? La proposition, c'était de racheter nos Mirail pour la somme de 14 000 $. Bon. Peu importe l'âge du véhicule. Moi, j'avais une Mirail 2019 qui avait seulement 8300 km. OK. Quand ils me l'ont racheté, mais il y avait des 2018 qui avaient 60-70 000 km. Mais 60-70 000 km avec une Mirail à Québec, il fallait virer en rond pas mal. Là. C'est ça. Il fallait rouler. Comme je vous dis, c'est ça. Comme je vous dis, c'était pas mon plan A, là. La Mirail, moi, dans ma tête, ça n'a jamais été mon plan A, mais il y a des gens qui n'avaient que ça comme véhicule. Oui, puis ça pouvait convenir dans le contexte où on n'avait pas de grands besoins de déplacement. Exactement. Mais évidemment, là, ça ne marchait plus. Est-ce qu'à ce jour, on sait si la grande majorité des propriétaires ont accepté l'offre de Toyota? Parce que si on ne l'accepte pas, ben on a une auto qui ne peut plus bouger, là. Exactement. Puis même, on ne peut pas l'envoyer à scrap parce que la scrap ne la reprendra pas. Ils ne peuvent pas vendre de pièces. Non. Il n'y a pas de pièces à revendre dans une Mirail. La seule autre solution, c'est de faire affaire avec un broker qui la transporterait du côté de la Colombie-Britannique où elle pourrait être revendue. Exactement. Peut-être un peu plus cher, mais Toyota va se charger de tout ça. Donc, Exactement. Moi, ce que je crois que, en tout cas, étant donné qu'il y a des pompes en Colombie-Britannique, plutôt que de les exporter vers les États-Unis à Los Angeles, parce qu'on sait qu'à Los Angeles, il y a quand même une centaine de pompes à hydrogène là, qui sont fonctionnelles. Ouais. Fait que moi, vraisemblablement, là, je crois qu'ils vont les envoyer en Colombie-Britannique. Oui, il y a comme actuellement, c'est ça. Elles sont toutes stationnées. Ceux que Toyota a reprises, elles sont toutes stationnées dans la cour des garages Toyota. OK. Actuellement, moi, chez Lévis Toyota, là, vendredi, à la date de vendredi passé, il y en avait déjà 7 qui étaient stationnés, là, dont la mienne. OK. Donc, les voitures sont là, prêtes à être exportées en Colombie-Britannique où Toyota les revendra. Et ce qu'on nous dit chez Toyota, c'est qu'elles ne seront pas revendues à profit. Là, évidemment, on n'a pas fait mention si on allait se padder avec le transport, tout ça. Mais l'objectif de l'exercice, c'était pas de vendre ces voitures-là à profit, c'était pouvoir les déplacer là où elles peuvent continuer à exister. Exactement. Mais évidemment, Toyota a profité de l'occasion pour faire une proposition à ses propriétaires. Absolument. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils restent à pied. Alors, quelle a été cette proposition? Exactement. La proposition, c'était de nous fournir une Toyota BZ4X. Oui, on a encore 2025. De la misère à nommer le nom, nous autres aussi. BZ4X 2025. Ouais. Et Toyota nous offrait des incitatifs financiers, là, donc 4 000 du gouvernement et 8 000 $ de Toyota plus un 3 500. Ça veut dire qu'ils nous ont donné là, un incitatif financier là, au total, incluant la subvention du gouvernement du Québec. C'est 11 500 plus 4 000, ça fait 15 500 grosso modo 15 de rabais sur la effectivement. voiture. Okay. C'est ça qu'on a eu, effectivement. OK. Et vous êtes un de ceux qui avaient accepté cette offre-là et qui avaient choisi d'acheter un BZ4X. Absolument, parce qu'ils nous fournissaient la borne en plus. Là. Ah bon, OK. Fait qu'on on a la borne en plus, on a le câble de ravitaillement là, qui nous permet là, de se connecter sur le 110 volts. Ouais. Et la borne de ravitaillement, elle, c'est une borne de 50 ampères, là, celle-là de la maison, là,
qui nous permet de charger l'auto là, dans 8-9 heures. Là, Oui, sur une borne de niveau 2. Là. OK, fait que... puis évidemment, vous connaissez pour la plupart les propriétaires de Mirai. Est-ce qu'une bonne majorité des gens ont accepté cette proposition-là? Oui. De ce que j'ai vu sur le site là, Facebook, que je suis administrateur, là, la majorité ont accepté. Il faut dire qu'on n'avait pas bien le choix. Là. Non, mais est-ce que ces gens-là ont aussi choisi d'acheter un BZ4X? Ça, je pourrais pas vous le dire. Je sais qu'il y en a une personne, à un moment donné, qui en a dit, elle a dit, bon, ben, je vais chercher mon chèque demain. Ça veut dire que si elle va chercher son chèque, elle, c'est parce qu'elle va l'utiliser là, pour acheter autre chose qu'une BZ4X. Parce que là, un 13 500 de rabais plus un 14 000 de crédit pour la Mirai, ça commence à faire un bon comptant sur un véhicule. Ça fait un bon comptant, effectivement. Moi, c'est ce que j'ai choisi. Là, puis, en même temps, Toyota a besoin de les liquider, ces BZ4X en ce moment. Le BZ26 arrive en ce moment. Puis bon, il fallait le faire. C'est presque aussi compliqué à liquider qu'une Mirai. Oui, mais c'est une stratégie qui a fonctionné. Absolument. Et ça veut essentiellement dire qu'avec la disparition de cette borne de ravitaillement des pétrolières Arnois, ben c'est aussi la disparition des Toyota Mirai. Effectivement, les Toyota Mirai au Québec. Moi, personnellement, ce que je crois, c'est que la Mirai était vraiment en avant de son temps. Parce que qu'est-ce qu'on voit actuellement partout dans le monde? On voit, il n'y a pas de journée là, qu'on ne voit pas d'annonces nouvelles. Là, bon, ben, tel véhicule, les autobus, les camions. Je crois qu'on était en avant de notre temps par rapport que, c'est ça, là, la technologie là, était pas au point pour dire au niveau du ravitaillement. Là. Je sais que les stations en Californie, eux autres, ils n'ont pas le gel, là. Ils n'ont pas l'hiver, ils n'ont pas... Ils n'ont surtout pas un gouvernement qui souhaite d'abord et avant tout vendre de l'électricité. Absolument. Ça, tu marques un très bon point. C'est ce qui est un incitatif, parce que j'ai trouvé, moi, que le geste que le gouvernement avait posé en 2018 était un peu contraire à ce qu'on voulait réellement faire. On voulait pousser la voiture électrique pour vendre de l'électricité et contrôler l'énergie, et en faisant le pas vers l'hydrogène, même si indirectement, ça marche avec l'électricité. C'est ça, je veux dire, comment tu la produis, ton hydrogène? C'est ça. Ça demande de l'électricité. Ça demande de l'électricité, mais c'était un petit peu contraire à ce qu'on voulait faire quand même. Je pense que c'était une expérimentation. Ils ont fait le choix de voir si c'était intéressant, valide avec les technologies qu'on avait à ce moment-là. Bon, globalement, ça ne s'est pas super bien passé. En tout cas, on ne peut pas dire que ça a été une histoire à succès. Non. Non, c'est certain. C'est certain. Puis il faut aussi dire que ce qui a sonné le glas aussi là, de la vente des Mirai au Québec, c'est quand le gouvernement a décidé de retourner les 45 voitures Mirai après la location. Oui. Après la location de 4 ans. Ça veut dire que à ce moment-là, là, les Toyota les rachetaient pas. Là. Ils ont repris les locations pour ensuite les revendre à des clients comme moi. Oui, c'est ça. Puis ça s'est retrouvé à l'encan. Puis là, de ce que je comprends, c'est que la station de ravitaillement des pétrolières Arnois est hors fonction déjà, mais que Toyota s'engage à amener une station temporaire à cet endroit-là pour encore quelques semaines. En fait, la station, elle est déjà là. Elle est déjà là. Ils appellent ça une station, ils appellent ça une station conteneurisée. OK. C'est un gros réservoir là, avec l'infrastructure, là, les pompes et tout ça, les valves. Mais transportable. Qui nous permet d'aller dans un conteneur. Ça veut dire qu'effectivement, à peu d'avis, là, Toyota, il y a des branches électriquement, là, puis ils partent avec. Là. OK. D'ailleurs, ça va se faire au plus tard le 7 décembre. C'est ça. Ce qu'on m'avait dit, c'est que début décembre, ça serait la fin des émissions. Alors, avis à ceux qui sont propriétaires d'une Mirai et qui n'ont jamais encore entendu parler de cette histoire-là, ben, il ne vous reste pas grand temps, là. Non, effectivement. Puis, le paradoxe là-dedans, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont remplacé leur Mirai par d'autres véhicules et ils ont laissé en échange au garage. Ça veut dire que les garages, eux autres, ils sont pas nécessairement propriétaires en tant que tels au niveau Toyota de la Mirai. Ça veut dire que je sais pas si l'offre s'applique aux gens
En même temps, garage si un qui garagiste a payé une Mirai en échange 6, 7 ou 8 000 piastres, puis qu'il peut la revendre 14 000 à Toyota, ben, tant mieux pour lui. C'est un peu ça. Je ne sais pas si l'offre va s'étendre à ça. À suivre. Je sais pas. Dernière question. Est-ce que ça veut dire que vous allez fermer votre page Facebook? Non, pas pour l'instant. Il n'y aura plus Pas beaucoup pour l'instant d'activité parce là-dessus. que, non, je comprends. Par contre, mais comme je vous dis tout à l'heure, je crois en l'hydrogène. OK. On a la chance au Québec d'avoir de l'électricité qui est quand même à prix abordable comparativement à ce qui se paye en Californie. Bien sûr. En Californie, l'hydrogène est, je vous dirais, presque le double de ce qui se vend au Québec. Okay. Mais en contrepartie, Toyota, quand ils ont vendu des Mirai en Californie, ben, elles venaient avec des cartes d'hydrogène de 15 000 $. Ah, OK. Ça veut dire que le propriétaire, eux autres, là, mais le problème que les gens rencontrent maintenant, c'est que les cartes sont épuisées. Puis il n'y a plus d'avantage maintenant à utiliser une voiture à hydrogène en Californie. Non, mais en même temps, ils ont Parce roulé que gratuit l'hydrogène est trop cher. Oui, je comprends. Ben, c'est ça, c'est certain. Ça veut Fait dire que vous allez les autres, continuer là, à alimenter votre page un peu, puis peut-être avoir je vais l'espoir laisser, de voir revenir ça un jour Éventuellement. si c'est possible. C'est ça. Ben, merci beaucoup, M. Pelchat, d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, ça m'a fait plaisir. rest in peace par rapport à votre Toyota Mirai et à ces quelques Mirai qui restent encore au Québec. Oui. Une belle Mirai de 8300 km. Fait que ça veut dire que le propriétaire qui va l'acheter en Colombie-Britannique, il va avoir une belle voiture pour pas grand-chose. Elle est encore éligible pour être un démo. Elle n'a même pas atteint 12 000 km. C'est quand même fascinant. Absolument. Puis sur le site du gouvernement du Québec, elle est encore éligible pour la subvention. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire qu'ils mettent leur site à jour tout le temps, mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, M. Pelchat, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. On est maintenant en compagnie de Justine Dufour-Lapointe, qui est la nouvelle ambassadrice de la marque Polestar pour le marché canadien. Bonjour Justine, merci d'être avec nous. Félicitations d'abord. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. On est en compagnie de mon collègue Hugues Gonneau. Bon, premièrement, j'étais curieux de savoir comment cette aventure-là a débuté, comment ça s'est dessiné. Oui, bien, c'est drôle parce que ça a commencé au début de l'été. Ma sœur et moi, Chloé, on a été invités sur le plateau de tournage de l'Académie du guide de l'auto. Puis, cette première apparition-là est arrivée pour nous. Puis, on a joué le jeu, on a eu du fun. Puis, en fait, c'est la première fois, en fait, que je m'assoyais dans un véhicule électrique comme les Polestar, puis j'ai juste tellement découvert quelque chose pour moi qui était incroyable, c'était de voir la puissance du véhicule, les freins, la rapidité, à quel point on sous-estime nos voitures. On peut vraiment les mettre à toute épreuve. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai commencé ma première rencontre avec Polestar. Et puis de fil en aiguille, nous voilà maintenant première ambassadrice de Polestar au Canada. Donc c'est vraiment un honneur. Bon, là, vous avez conduit ce véhicule-là sur le circuit. Vous avez vu ce dont il était capable. Mais évidemment, de là à passer à ambassadrice de la marque, il y a des étapes qui se font. Comment ce processus-là s'est fait? Ça s'est fait sur quelques mois, si j'ai bien compris? Oui, bien, je pense qu'en fait, la première étape, c'était personnellement, de l'essayer puis d'y croire. Tu sais, je pense que pour être ambassadrice d'une marque, il faut soi-même y croire, soi-même être investi puis être passionné du produit. Puis pour moi, c'est comme ça que j'ai fait toujours mes associations dans le ski, dans le domaine sportif. Veux pas, c'est des items que tu utilises, des produits qu'il faut que tu endosses à tous les jours. Puis pour moi, c'est tellement important que j'aime les produits avec qui je m'associe. Donc, ça, c'était l'étape numéro 1. Donc, l'avoir essayé en vrai, c'est comme là que j'ai fait, OK, mais ces véhicules sont juste incroyables. C'est vraiment de la bombe. La performance est juste incroyable. Puis moi, c'était le fait que ça freinait tellement bien. Puis, je veux dire, les freins, si vous les avez pas vus sur la Polestar 3, sont juste tellement hot. Ils sont tellement beaux. Sont sportifs. En tout cas, là, on peut parler pendant des heures sur le véhicule. Mais revenons à nos moutons. En fait, c'est que j'ai dit, ben moi, je veux les rencontrer. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on communique puis que je leur parle vraiment
ma passion du véhicule. Puis je pense que dès notre première rencontre avec Polestar Canada, on a tout de suite eu un bel échange. Je pense clairement on a les mêmes valeurs sur innover, la performance, le désir de, je pense, faire les choses autrement puis se distinguer. Moi, j'ai eu la chance de me réinventer, d'innover dans ma carrière, dans ma carrière sportive. Puis je pense que, veux pas, c'est un message qu'on a en commun, puis des valeurs qui sont très fortes et veux pas, je pense que c'est aussi ça le but d'avoir des ambassadrices, c'est d'avoir des gens qui peuvent transcender et aussi pouvoir avoir la capacité de l'exprimer haut et fort. Puis je pense que pour moi, Polestar, c'était vraiment un mix et en fait, on avait les mêmes désirs de vouloir avancer. Puis aussi, tu sais, veux pas, moi, je pratique un sport qui est hivernal. Polestar, c'est vraiment une marque qui est suédoise, qui adore l'hiver, qui veut aussi, je pense, veut pas se rendre plus chaleureux. Une compagnie qui veut se rendre plus humanisée, se rendre plus accessible. Donc, je pense que pour moi, je rentrais vraiment dans ce rôle-là de pouvoir humaniser la marque. Ce sont deux personnalités qui collent, là. Exactement. OK. C'était ça l'objectif. Bon, évidemment, découvrir un produit, c'est une chose. L'art de le mettre en lumière, c'en est une autre. On a vu passer au cours des 30, 40, 50 dernières années, plusieurs personnalités publiques, vedettes québécoises qui ont été à l'avant-plan pour mettre en lumière des véhicules automobiles de toutes marques. Il y a eu des associations qui se sont terminées de façon abrupte, d'autres qui durent depuis longtemps, des histoires à succès, des histoires moins reluisantes. Là, on se souvient de Chrysler et de Norman Brathwaite qui avaient été pris en flagrant délit en état d'ébriété au volant d'une voiture qu'il représentait. Ça s'était pas bien terminé. Mais dans la plupart des cas, ça s'est bien passé et ça a eu surtout un impact significatif chez nous au Québec parce que c'est un marché un peu distinct et parce que les gens aiment s'associer à un porte-parole ou un ambassadeur lorsque vient le temps de se procurer un produit. Bon, l'histoire la plus claire, c'est celle de Marie-Pierre Morin avec Buick. Les ventes de Buick ont explosé. On ne s'attend pas moins chez Polestar de la part de Justine Dufour-Lapointe, qui, semble-t-il, nous aurait promis que les ventes vont quintupler du jour au lendemain grâce à cette nouvelle association. N'est-ce pas, Justine? Ben, écoute, je l'espère. On l'espère tous. Je pense qu'il ne faut pas non plus. on peut réinventer. Il n'y a pas de pression. Hein, tout va bien. Mais, tu sais, je pense que pour moi, personnellement, dans ma vie, ça va faire une grosse différence. Puis, dans toutes les associations que j'ai faites dans ma vie, je m'associe avec des marques que je crois que j'aime, que authentiquement, je me sens à l'aise et fière d'endosser. Puis je pense que pour moi, c'est ça la base d'un partenariat comme ça. Puis je trouve que cette marque Polestar sont tellement transparents puis authentiques dans leurs valeurs. Ils sont pas gênés de faire les choses autrement, puis ils sont pas gênés d'être mis de l'avant au niveau du footprint, du carbone. Puis pour moi, c'est quelque chose que sincèrement, je trouve admirable. OK. Puis c'est pour ça que je me sens tellement... aussi. Oui, c'est une toute petite équipe. C'est une petite entreprise qui commence, mais qui ose rêver grand. Puis je trouve que c'est tellement cool, en fait, personnellement, d'être dans cette équipe parce que je crois fondamentalement aux mêmes valeurs puis aux mêmes choses. Puis pour moi, dans ma carrière, c'est ça que j'ai fait. J'ai défriché des nouveaux chemins, des nouveaux terrains qui s'étaient jamais faits en devenant la première femme à aller sur le Freeride World Tour, qui était un sport inconnu au Québec. Et là, maintenant, je deviens la championne du monde, pas une fois, mais 2 fois. Ben, on partage la vision d'aller plus loin, d'aller plus grand. Puis je pense que c'est ça le message. Tu sais, oui, c'est Justine Dufour-Lapointe, la blonde sportive qui va conduire une Polestar, mais c'est bien plus que ça. C'est le message derrière. Puis pour moi, je pense que c'est pour ça qu'on fait, les deux, on s'est reconnus et on s'est vus à travers nos missions. Dans une association qui se fait naturellement, essentiellement, là. 100%. Puis je pense que toute association qui est faite naturellement et je veux dire facilement est digne de confiance. D'une part parce que quand c'est facile, ça veut dire que on n'a pas besoin de forcer pour rentrer un message. Puis les deux, c'est conjoint. On est heureux dans ce partenariat. Donc non, c'est vraiment excitant pour ma part. Puis je pense qu'il y a plein de prochains projets qui vont y arriver prochainement et j'ai vraiment hâte d'encore plus en partager avec tout le monde. Lesquels, notamment? On peut en savoir un peu?
Ben non, mais je pense que cet hiver, veux pas, moi, je vais avoir la chance de pouvoir conduire. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée au premier meeting avec Polestar, je leur ai dit, pour vrai, je serais vraiment, vraiment heureuse de pouvoir conduire une Polestar ici au Québec, mais encore plus en Europe. Puis là, ils m'ont regardé. Puis là, ils sont comme, OK, ben, c'est faisable. On va t'en trouver une en Europe. Puis là, j'ai fait, génial, parce que ma vie, moi, je suis ici au Québec à 50% du temps. Puis l'autre 50% du temps, je suis en train de courir en Europe, trouver de la neige, faire mes compétitions entre les Alpes, en France, en Autriche. Donc, il fallait que j'aille un moyen de me déplacer. Puis le circuit électrique en Europe est tellement incroyable. On a un circuit électrique qui est super efficace. Puis pour moi, de pouvoir me déplacer aisément en Europe, ça allait faire vraiment une grosse différence, premièrement dans ma vie budgétaire, mais aussi le confort d'avoir son propre véhicule, de pouvoir avoir la liberté de se déplacer comme ça. C'est un gros, gros bonus dans ma vie, dans ma carrière sportive. Donc, veux pas, je pense qu'on va pouvoir me voir sur les pentes avec mon véhicule, pouvoir me promener à travers les Alpes, puis pouvoir créer du contenu qui est incroyable aussi. Tu sais, je veux dire, ici au Québec, on a des magnifiques paysages, mais on s'entend, les Alpes, on peut pas recréer ce qu'on a en Europe. À Saint-Bruno, c'est un peu dur. Oui, c'est sûr. Est-ce que à la base, vous aviez un intérêt pour les voitures ou ça faisait pas nécessairement partie de votre vie? En fait, tout récemment, je vous dirais que c'est devenu quand même quelque chose que j'aime et j'aime de plus en plus. Les voitures, la performance. Je pense que ça a été une découverte pour moi parce qu'en fait, mon copain, mon conjoint est fan de voitures, comme beaucoup d'autres hommes. Et puis, je pense qu'il m'a fait découvrir l'univers. Puis je pense que comme veux pas, pour nous les femmes, c'est différent. On a une autre perspective sur les véhicules. On a d'autres besoins. Mais d'entendre sa perspective qui est vraiment plus la performance, les moteurs, tout ce qui est... Veux pas, pour moi, un véhicule, c'est aussi une pièce d'or maintenant. Je le vois beaucoup plus de cette façon-là. C'est pas juste non plus une thème qui t'amène au point A, au point B. Il y a énormément de recherche et développement, de design. Veux pas, le choix des matériaux. Quand on parle d'un véhicule qui a du cuir à l'intérieur, il y a des gens qui ont passé du temps manuellement pour faire un siège en cuir. Puis, je pense que des fois, on l'oublie. On prend pour acquis beaucoup de choses dans nos vies qui sont tellement accessibles. Puis, depuis qu'en fait, mon conjoint m'a fait un peu découvrir l'aspect des vieilles Porsche. Lui, il est vraiment très passionné des vieilles Porsche, les 911. Bref, fait que j'ai eu la chance de découvrir un peu plus cet aspect-là du handcraft. Puis, je pense que ça m'a je pense plus la passion puis de vouloir découvrir. Puis tu sais, quand je vois pour moi une Polestar, ce que j'aime le plus personnellement de la Polestar, c'est tout l'intérieur. Tu sais, c'est une voiture électrique, on s'entend, là, 100% électrique. Mais tu rentres dans cette voiture et tu te sens vraiment dans une voiture qui est luxueuse avec un détail. Il y a un cachet très scandinave, très unique, là. Oui. Très unique. On sent quand même un peu Volvo qui est en arrière-scène, qui a fait partie de l'histoire de Polestar. Mais c'est une ambiance qui est incomparable comparativement, je trouve, aux autres voitures électriques. On sent vraiment une présence. Juste pour moi, de voir la ceinture de sécurité qui est jaune, est tellement bold, tellement... flagrante, tu sais, elle te le dit, tous les aspects qui sont jaunes sur une Polestar veulent être signe, en fait, de sécurité. Puis pour moi, je trouve que c'est tellement des détails qui font la différence dans la Polestar. Tu sens vraiment que c'est une voiture qui est sécuritaire. Puis pour moi, c'est tellement important parce que veux pas, je vais être dans des endroits où on peut recevoir des bordées de neige à pu finir. Puis il faut que ça soit une voiture qui est prête à tous les intempéries, qui est prête à vivre avec la glace, la neige, qui est 4x4, qui est prête à grimper les sommets des Alpes, puis veut pas, ça fait partie de mon daily life. Donc, c'est quelque chose que je prends en considération dans tous mes choix de véhicules. En terminant, on va voir passer, évidemment, dans les prochains mois, des messages publicitaires. On s'attend à quoi comme formule de présentation? Est-ce que c'est beaucoup plus réseaux sociaux, médias traditionnels? On joue sur quoi? C'est pas encore déterminé, mais je pense que ce qu'on va être certain de voir, c'est des campagnes qui vont nous faire plaisir, des campagnes dans lesquelles on va oser arriver à amener, je veux dire, je suis une skieuse professionnelle. Ce que je fais le mieux dans la vie, c'est faire des backflips en ski. Donc, veux pas, je pense que c'est ça le but, c'est
faire des stunts, des vidéos qui vont amener la voiture à rêver. Puis je pense que c'est ça que je fais dans la vie. Je fais des choses qui font des fois rêver le monde en ski. Donc, on va essayer de trouver l'utile à l'agréable, faire un projet où on va pouvoir s'amuser ensemble puis aller s'imaginer tous les concepts pas possibles, ben les amener en réalité. Je pense que ça va être ça notre objectif. Ben Justine, félicitations pour ce nouveau contrat. Longue vie à cette association-là. Évidemment, bonne chance dans les futurs projets. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. OK, bye-bye. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Alors Antoine, là tu vas nous parler d'une voiture qui va faire plaisir aux amateurs puisqu'il s'agit d'une Charger qui ne marche pas à l'électricité mais à l'essence. Oui, pas de V8. Pas encore. Et il y a encore des rumeurs, évidemment, concernant le possible retour d'un 8 cylindres. Ce que je trouve plus ou moins pertinent, pour être honnête, parce que la Charger à essence qu'on va lancer d'ici quelques semaines sur le marché, en fait, c'est d'abord le coupé qui va arriver en version à chaud. Ensuite, on aura la déclinaison moins performante et ensuite la berline. Puis il faut comprendre que coupé ou berline, là, il n'y a que les portes qui changent. Ouais. C'est la même disposition, même empattement, même grandeur de coffre, même espace à l'intérieur. C'est vraiment une configuration de carrosserie qui est différente d'une à l'autre, mais grosso modo, c'est la même voiture. Et on a décidé d'amener le 6 cylindres Hurricane biturbo à essence pour greffer à cette voiture-là. 4 roues motrices de série. Bon, les amateurs qui veulent faire brûler des pneus peuvent littéralement désactiver les roues avant pour avoir 100% de la puissance aux roues arrière. Dans le cas de la version à chaud, évidemment. Mais moi, j'ai très, très hâte de conduire la version de base, c'est-à-dire 420 chevaux avec un moteur qui roule à l'ordinaire, qui va faire un travail exceptionnel pour un prix raisonnable, tandis que là, tu as du 305 de pneus en avant, c'est très large. C'est une voiture, évidemment, qui va consommer plus, qui requiert de l'essence super. La HO, elle développe combien déjà? 550 chevaux. Et ça ne permet pas d'avoir des accélérations aussi foudroyantes que la version électrique 4-Pack 2, là, à 670 chevaux. Mais c'est tellement une voiture plus agréable parce qu'il y a beaucoup moins de poids. Là. Il y a 1000 livres de moins. Oui. Alors, ça paraît énormément. Bon, on reconnaît la voiture à un faciès qui est un peu distinct parce que le capot, il y a un renflement dans le capot qui est plus prononcé sur le modèle à essence. Et c'est une voiture qui est tout simplement plus équilibrée, qui est 4 roues motrices, qui est très massive. Là, ça reste une grosse voiture. Mais s'il y a une voiture qui, je pense, mérite de gagner des parts de marché, d'aller séduire la moyenne des acheteurs nord-américains, c'est bien celle-là. On a complètement raté le cap avec la version électrique et c'est dommage. Et Dodge n'a rien compris de toute façon de la version électrique parce que pour avoir parlé avec des gens de Dodge aux États-Unis lorsque j'ai pu conduire l'auto, on me vantait les mérites du modèle électrique comme celui qui a le plus de puissance pour le prix, comme celui... Oui, c'est pas ça qu'on veut. On veut de l'autonomie, on veut de la vitesse de charge, on veut de la fiabilité. 3 éléments que la Charger n'a pas été capable de donner jusqu'à maintenant. Alors que la version RT donnait un meilleur rendement, une consommation énergétique qui était moindre, puis une autonomie qui était supérieure. Bien, celle-là, on l'a éliminée pour garder uniquement le modèle le plus performant, ce qui est... Le plus rentable, j'imagine, pour eux. Oui, parce que essentiellement, ça ne coûte pas plus cher celle-là qu'une autre. C'est ça. On s'entend. Mais je pense qu'avec le modèle à essence, on va aller chercher des marchés qu'on a laissé tomber, là, littéralement. Est-ce que les adeptes de la Challenger avec le moteur 392 vont mordre à l'hameçon? Peut-être pas tout le monde. Probablement pas. Parce que si le seul objectif, c'est d'avoir un gros V8 puis de faire du bruit, on n'est pas là. Oui, mais en même temps, c'est pas là que tu as l'essentiel de ton marché. Mais comme voiture à conduire au quotidien, c'est super agréable. Il y a un niveau de confort qui est intéressant. C'est une voiture qui est un modèle d'équilibre pour moi. Bon, finition intérieure,
c'est pas parfait. Ça reste du Dodge. Ça reste du Dodge, mais il y a quand même des technologies qui sont intéressantes. Et je pense que sur le plan du rendement énergétique aussi, ça va être raisonnable, surtout la version à 420 chevaux. Tu sais, c'est une 4 roues motrices. Et en plus, il y a un coffre gigantesque. Oui. C'est un haillon qu'il y a sur cette auto-là, autant le coupé que la berline. Et ça en fait une auto pratique. Donc, pour se distinguer dans le paysage automobile, je pense que ça va être vraiment une bagnole géniale. Et je pense que les corps policiers vont l'adorer. Et puis, il y a le design qui... Enfin, ça fait 2 ans qu'on la connaît, cette voiture-là, puis je la trouve toujours aussi belle. Oui. Mais tu sais, c'est parce qu'on n'est plus non plus habitué à voir de grosses voitures américaines. Il y a non seulement le fait que la voiture est réussie sur le plan esthétique, mais il y a aussi le fait que c'est la seule. Oui. Alors qu'on s'entend-tu qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un Equinox qu'un Ford Escape, un Nissan Rogue, un Toyota RAV4. C'est toute la même formule. Pareil. Là, cette formule-là, on l'a abandonnée. Alors, vivement le retour de cette voiture-là. Je le souligne, de fabrication canadienne. Pour le moment. Pour le moment. Mais ça permet à tout le moins d'ouvrir un 3e quart de travail à l'usine de Windsor. Et si les ventes sont au rendez-vous et qu'on continue à progresser au niveau des ventes de fourgonnettes, bien, qui sait si on ne pourrait pas la garder ouverte, cette usine-là, et la faire rouler à plein régime. Espérons que ça soit le cas, parce qu'évidemment, les jours de l'industrie automobile canadienne ont déjà été meilleurs. Ouais. Est-ce qu'il y a des prix qui ont été annoncés pour cette voiture? Oui, alors ça va débuter à 49 995 pour une version de base. Évidemment, plus les frais de transport préparation. Là. Puis pour une version à chaud, c'est 10 000 $ de plus. Et puis, ça sera 3... Ça, c'est drôle un peu. Si on veut avoir une berline, c'est 3 000 $ de plus. Mais aux États-Unis, si on veut une berline, c'est 1 500 $ de plus. Fait que c'est comme si le taux de change américain versus canadien pour l'achat d'une berline était de 100 %. Oui. On ne s'est pas cassé la tête chez Chrysler. Pourquoi pas? Alors, meilleur deal pour la berline aux États-Unis qu'au Canada, mais il y a un contre-tarif qui va s'appliquer et ça ne vous tente pas. Fait qu'achetez-la au Canada quand même. De toute façon, la berline, je pense qu'elle va connaître un meilleur succès. Il y a de fortes chances. C'est juste une auto plus pratique. Elle n'est pas moins belle non plus. Non. Alors, très, très hâte de voir quel sera le succès de cette auto-là. Surtout, très hâte de voir comment les stratèges de Dodge, de Stellantis vont la vendre. Parce qu'on a raté l'aspect marketing avec le modèle électrique. On ne peut pas se permettre de rater celui-là également. Non, c'est clair. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. On vous parlera notamment de la nouvelle Nissan Sentra qui arrive d'ici peu chez les concessionnaires. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.